Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va un peu s'éloigner des critiques de films que je faisais auparavant et on va se focaliser sur des sujets qui sont plus des grandes thématiques du cinéma. Et je voulais commencer avec finalement le rapport qu'on peut avoir avec le monde réel et le monde imaginaire. Et pour parler de ça, je vais vous parler d'une expérience un peu personnelle qui est mon quotidien lorsque je parle de ce que je fais dans la fantasy. En tant qu'écrivain de fantasy, quand tu échanges avec des gens autour de toi, il y a plusieurs questions qui arrivent, dont une question qui est assez régulière. On me demande pour quelle raison as-tu autant envie de fuir la réalité? Autant vous dire que cette question passe assez mal. Et c'est quelque chose d'assez récurrent. Et lorsque c'est pas formulé ainsi, c'est mais pourquoi as-tu tout abandonné pour devenir écrivain de fantasy? Alors en tant que dyslexique, j'aime pas trop être celui qui doit corriger des mots pour la signification et un peu chipoter, mais le terme abandonner, le terme fuir, ça a quand même une connotation très négative. C'est lié à la lâcheté. Et ce que tu abandonnes, c'est des choses que tu es censé aimer. Tu abandonnes tes enfants, tu abandonnes ton animal de compagnie. Tu n'abandonnes pas un métier que tu détestes et tu n'abandonnes pas une relation toxique, tu t'en débarrasses. Et c'est quelque chose que j'entends souvent parce que si aux yeux de beaucoup de personnes, la fantaisie est quelque chose qui leur permet de s'échapper, une personne qui fait de la fantaisie son quotidien, c'est quelqu'un qui apparemment ne fait que fuir la réalité. Et c'est ce dont je voulais parler dans cette vidéo. Pour comprendre d'où vient ce stéréotype que si tu aimes la fantaisie, tu veux forcément fuir la réalité, il faut comprendre comment se crée un stéréotype. Et tu as vraiment deux influences majeures. La première, c'est la manière dont ton esprit va engranger les connaissances et il va utiliser pour ça une manière de mémorisation qui va être, grosso modo, mettre des choses dans des cases. Par exemple, si je te demande de me réciter tous les collègues que tu as ou tous les camarades de classe que tu as, la manière dont tu vas me donner cette information, la manière dont tu vas aller la chercher dans ton esprit, tu vas fonctionner par cases. Par exemple, pour me réciter tous tes camarades de classe, tu vas dire, alors il y a un tel et un tel qui sont dans le groupe de potes, il y a un tel et un tel qui sont dans le groupe de potes, il y a moi et un tel qui sont dans le groupe de potes, et c'est comme ça que tu vas réussir à te remémorer toutes les personnes que tu as dans ta classe. Pareil dans le monde du travail, tu vas te focaliser sur le pôle RH, tu vas te focaliser sur le pôle des commerciaux, et c'est ainsi que tu vas réussir à me réciter une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de personnes. Donc les stéréotypes, on est très enclin à en avoir parce que pour mémoriser tout ce qu'on mémorise, on met tout dans des cases. Et la deuxième influence des stéréotypes, et c'est celle qui est présente dans la fantaisie, c'est que tu vas faire de ce que la majorité pense une vérité absolue. Ça s'appelle suivre un peu ce que fait la norme. Et c'est exactement la situation dans laquelle je suis dans la fantaisie. Pour beaucoup de personnes, la fantaisie est une manière de s'échapper de leur quotidien. Pour comprendre ça, on va parler un peu de la crise de la trentaine, qui est quelque chose que je connais bien, vu que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui y passent, et j'y suis passé aussi. C'est un peu la conception que je me fais de la crise de la trentaine, c'est pas du tout établi. Mais la crise de la trentaine, ce qu'on voit surtout, en fait, c'est beaucoup de personnes qui se remettent en question. Alors on a toujours l'impression qu'on doit faire ça autour d'un chiffre rond ou d'une dizaine parce que c'est mémorable, mais pour moi, la crise de la trentaine, c'est quelque chose où on entre dans notre vie dans finalement une routine très longue. Tout le monde a une routine, mais quand tu es au collège, au lycée ou même en études, ta routine, elle peut changer, elle change d'une année à une autre et tu sais que tu vas avoir une autre routine dans 2, 3, 4, 5 ans. Moi, c'est la problématique que j'ai eue à 26, 27 ans. Le questionnement que je me posais, c'est la vie que j'ai aujourd'hui ne me satisfait pas et c'est la vie que je vais avoir pendant 40 ans. Et c'est pour ça que j'ai donc tout abandonné pour devenir écrivain de fantasy et avoir une vie que je trouve plus satisfaisante, malgré les sacrifices. Donc tout le monde a une routine, et tu vas souvent vouloir couper cette routine, que ce soit en vacances, que ce soit en sortant avec des amis, tu vas devoir trouver des moyens pour recharger tes piles quand tu es un peu fatigué. La fantasy est utilisée, comme beaucoup d'autres arts, pour justement te permettre de t'échapper un peu de ton quotidien. Et beaucoup de personnes utilisent la fantaisie pour faire cette fameuse pause avec leur quotidien, de prendre de la distance avec leur quotidien et apprécier une œuvre de fiction. Et pour une personne comme moi qui consacre son quotidien à la fantaisie, je suis comme vous. J'ai besoin également de changer ma routine et de casser de temps en temps ce rythme. Et c'est exactement ce que je fais dans d'autres œuvres que la fantaisie. Ces séries qui me permettent de casser cette routine, ça va être des séries telles que Suits, telles que NCIS, telles que Le Mentaliste. Et c'est souvent des séries où finalement les héros principaux adorent leur métier, passent tout leur temps dans leur métier et leurs collègues sont finalement des membres de leur famille, chose qui est pour moi quelque chose d'assez irréel également. Donc, encore une fois, c'est pas la fantaisie, c'est pas le fait d'être fan de fantaisie, c'est pas le fait de consommer beaucoup de fantaisie qui fait que tu n'aimes pas du tout la réalité, ce que tu aimes c'est l'imaginaire et le monde fictif, c'est juste qu'une majorité des gens utilisent la fantaisie pour casser leur routine. Et d'autres personnes, moi j'ai toujours été passionné de fantaisie, je n'utilisais jamais ça pour casser ma routine, ça faisait partie de mon quotidien. Mais c'est quelque chose qui va être très intéressant parce que ça va ouvrir la réflexion sur
la manière dont on a de gérer le réel et la fiction. Est-ce que tout ça est réel? Ou est-ce que ça se passe dans ma tête? Bien sûr que ça se passe dans ta tête, Harry. Pourquoi ça signifierait que ce n'est pas réel? Et donc je vais vous parler de deux manières que la plupart des gens ont de regarder une œuvre. La première, ça va être la manière de s'approprier l'œuvre, et la deuxième, c'est de se projeter sur l'œuvre, qui vont être deux manières de vivre et d'expérimenter une œuvre artistique, dans cet exemple, le cinéma. Et pour ça, je vais vous parler d'Arcane. Arcane est une tuerie. Arcane est une série incroyable. Si Game of Thrones est la meilleure série de fantasy de live action pour moi, Arcane, c'est la meilleure série d'animation, mais ça reste une des meilleures séries que j'ai jamais vues. Il y a quelque chose qui est très intéressant quand tu es écrivain, c'est que tu as des œuvres, les 5 œuvres d'ailleurs dont je vous ai parlé, peut-être moins Game of Thrones, mais en tout cas les 4 autres, ce sont des œuvres que je connais depuis mon enfance. C'est des œuvres qui m'ont énormément impacté, qui m'ont énormément influencé dans la construction de mon imaginaire. Donc ce sont des œuvres que je vois réellement comme le socle de ce qui m'a permis de créer ma propre histoire, de me plonger dans la fantaisie et de m'épanouir dans l'écriture. Et ce sont des œuvres qui auront toujours une place particulière dans mon cœur. Mais je trouve toujours ça extrêmement incroyable de découvrir une œuvre, dans ce cas Arcane ou encore Attack on Titan, qui sont des œuvres qui arrivent à m'émerveiller encore aujourd'hui. Et c'est très drôle la manière dont je les regarde, parce que quand je regarde des œuvres maintenant en tant qu'écrivain, je me dis ces œuvres sont incroyables, parce que je n'aurais jamais pu les écrire avec autant de finesse ou avec autant de qualité. Et c'est quelque chose que je trouve extrêmement satisfaisant en tant que spectateur. Si quelqu'un vient me voir aujourd'hui et me dit « tu gères le conflit entre le quartier de fer et le quartier de cristal dans tes livres », un peu près comme Piltover et Zone, ça ressemble un tout petit peu à la masterclass de Piltover et Zone, je le prendrais extrêmement bien. Parce que la manière dont est écrit le conflit sociétal entre Piltover et Zone dans Arcane, c'est du génie. Pour résumer Arcane sans spoiler, tu vas suivre une dizaine de personnages qui sont soit à Piltover, Piltover étant la région riche de cette cité, et Zone qui est dans les tréfonds de Piltover et qui est la partie pauvre. Tu vas suivre une dizaine de personnages qui ont tous, dès le début de la série, une opinion tranchée sur la relation sociétale qui existe dans ce pays. Et ce qui va être pertinent dans la série, c'est que chacun va réaliser que ce qu'il pensait initialement dans la série, sa vision très simpliste d'une société extrêmement complexe, est fausse. Et ils vont réaliser ça par eux-mêmes. Et au milieu de tout ça, tu vas suivre le personnage de Jinx qui, elle, pour le coup, subit et est complètement noyée sous la complexité et la violence de cette société. Et donc, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est l'appropriation d'une œuvre, je vais vous donner l'exemple de comment j'ai consommé Arcane. Je vous préviens, c'est un peu extrême, mais c'est pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc d'abord, j'ai regardé Arcane, j'ai adoré. Puis, j'ai re-regardé Arcane, parce que c'est toujours intéressant de revoir l'histoire lorsque tu sais comment elle va se dérouler. Ensuite, j'ai lu tout le lore de League of Legends, et j'ai regardé les interactions d'absolument tous les personnages, et il y en a 190 à peu près. J'ai un peu joué à League of Legends, mais les MOBA ne m'intéressent plus trop depuis quelques années, donc je ne suis pas resté très longtemps. Ça ne m'empêche pas de quand même profiter en tant que fan d'e-sport des Worlds qui sont en fait la Coupe du Monde de League of Legends. Par contre, sur les jeux vidéo, j'ai joué à Ruin King, qui est un très très bon jeu si vous aimez les jeux tour par tour. Puis, après avoir bien intégré tout le lore de League of Legends, je suis revenu sur Arcane et sur la manière dont Fortiche et toutes les personnes impliquées ont créé la série. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse au-delà du lore de fantasy. Ce qui m'intéresse énormément, c'est le procédé de création et ce qui a poussé les gens à créer une série que je trouve de si bonne qualité. Donc, quand je vous dis que je consomme exclusivement de la fantasy, vous comprenez que lorsqu'une série d'Arcane de 9 épisodes me prend 3 mois à visionner, c'est normal que j'ai pas énormément de temps pour autre chose. Mais c'est ce que je trouve passionnant. Ce que j'aime, c'est lorsque je découvre un univers, lorsque je découvre une œuvre artistique de fantasy, j'aime me l'approprier, c'est-à-dire comprendre, connaître absolument tout du lore, de la série, de la manière dont elle a été réalisée. Encore une fois, c'est quand même l'extrême. Mais c'est ce qui m'intéresse. Si on prend un exemple plus comme celui de Tolkien, lorsque je vais lire ses livres, je vais m'approprier ce qu'il écrit. C'est-à-dire que je vais créer le propre sens, ma propre interprétation au travail artistique de Tolkien. Et ma compréhension de ses œuvres ne sera pas la même qu'un autre fan de Tolkien, ou même de ce que Tolkien voulait écrire initialement. L'art m'apporte quelque chose et je me démène à trouver mon propre sens, ma propre interprétation de ses œuvres. Et c'est ce qui fait que je deviens un fan de ces œuvres-là. Mais le problème, c'est que lorsque tu es fan, tu t'es approprié l'œuvre, tu en as fait ta propre conception, et lorsqu'une personne arrive et décide d'adapter
ton œuvre différemment, tu peux être extrêmement hostile. Et c'est la problématique qu'ont les fans en général, c'est qu'ils sont extrêmement possessifs de leurs œuvres et peuvent se montrer toxiques ou extrêmement virulents lorsqu'un individu décide d'adapter les œuvres qu'ils apprécient d'une manière différente que celle qu'ils souhaitent. Moi, c'est pas mon cas parce que je suis quand même plus dans le partage et que aussi, même si je peux être déçu ou ne pas apprécier certaines choses, je m'en remets assez vite. Et en opposition à ceux qui s'approprient les œuvres, on va voir ceux qui se projettent sur les œuvres. Et je vais donner un autre exemple qui se rapproche d'Arcane, c'est le commentaire d'une afro-américaine qui disait « J'aimerais bien que le personnage de Echo et le personnage de Mel puissent se rencontrer dans la saison 2 d'Arcane pour échanger ensemble sur leurs conditions de personnages noirs dans le monde de Runeterra, dans le monde de Piltover et Zone. » Il faut savoir qu'à l'époque, c'était en plein mouvement Black Lives Matter, et donc c'était quelque chose qui était extrêmement éprouvant pour les Afro-Américains, et c'est pour ça que j'ai énormément de compassion pour cette dame. Mais ça reste une phrase qui, moi, me choque énormément, parce qu'il n'y a pas de distinction entre le réel et la fiction. Il y a des problématiques de discrimination et de racisme contre les Afro-Américains, il y en a aussi évidemment en France, mais dans ce cas présent, cette dame projette sur l'œuvre ces problématiques qu'elle vit dans le monde réel. Et ce qui est perturbant, c'est que quand tu connais le lore de l'histoire, donc la fiction, donc ce qui t'est raconté, Mel est une des 7 chefs de Piltover, ça veut dire les riches des riches. Elle est en plus la fille d'une chef de guerre de Noxus. De l'autre côté, Echo est un jeune garçon qui a subi l'oppression de Piltover toute sa vie et la corruption qui existe à Zone avec des personnages tels que Silco. Et autre chose importante, la disparité des richesses entre Zone et Piltover est due à un accident. C'est-à-dire que Piltover et Zone étaient avant une seule ville qui prospérait, mais par cupidité, ils ont provoqué un accident qui fait que la moitié de leur ville s'est engouffrée. Et lorsque Piltover, qui est resté en haut, continuait à prospérer, Zone est tombée dans la pauvreté. Donc lorsque cette dame demande que Echo et Mel échangent sur les conditions de personnes noires dans le monde de Zone et Piltover, pour en faire une traduction sur notre monde réel, c'est comme si je vous disais « Ce serait pertinent qu'un ouvrier marocain et qu'un prince saoudien échangent, ils doivent avoir plein de choses à dire, ils sont tous les deux arabes. » Et c'est quelque chose en fait qu'on va voir dans la projection. Ce n'est pas du tout une critique, c'est une constatation. Le problème de la projection, c'est que ce sont des personnes qui sont en fait un peu acculées, qui sont un peu noyées par la réalité et qui n'arrivent même plus à travers les œuvres à justement prendre de la distance, à justement casser la routine, casser leurs difficultés, casser leurs traumas possiblement. Et c'est là où l'art est pertinent, où l'art est important pour notre société. On a aujourd'hui des personnes qui sont de plus en plus acculées par leur quotidien. Et la manière dont ils regardent les œuvres, donc par projection, c'est-à-dire que même une œuvre de fiction qui se passe à Runeterra dans un monde imaginaire, ça ne te permet pas de sortir des difficultés que tu as au quotidien, des angoisses que tu as au quotidien. Et donc pour cette dame, on est vraiment dans l'interprétation. La dame, je ne la connais pas, je n'ai lu qu'un commentaire YouTube. Voilà, la psychologie a ses limites. Je ne peux pas savoir si elle est réellement en grande détresse ou pas. Mais ça représente quand même aujourd'hui l'importance de pouvoir distinguer le réel de la fiction. Et je trouve que la projection est quelque chose qu'on fait de plus en plus, où finalement on va exiger des œuvres qu'elles répondent à toutes les préoccupations qu'on a, nous, dans le monde réel. Et c'est quelque chose, pour moi, qui n'est pas le but de l'art initialement. L'art, c'est l'expression de la diversité humaine de base. Si l'art était avant tout quelque chose qui permettait à l'humain de s'exprimer dans toute sa diversité et toute son unicité, on va retrouver aujourd'hui de plus en plus des œuvres ou des spectateurs qui souhaitent finalement projeter leurs préoccupations sur les œuvres qu'ils regardent. Et donc cette vidéo avait pour but d'être une petite introduction pour les 2 vidéos qui vont suivre, qui vont parler des thématiques autour du wokisme. Le wokisme dans le cinéma et dans la fantasy. Déjà, cette vidéo, mais même les 2 prochaines vidéos qui vont suivre, sont des sujets qui sont un peu touchy, qui peuvent être un peu délicats. Donc je vous demande évidemment d'être très respectueux dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. I'm cold inside, give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want.